Je suis Gaëlle Boulbry, maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud. Je suis enseignante à la faculté de droit, sciences économiques et de gestion et également chercheur au laboratoire Lestic CRP2C, chercheur en marketing. Mes thèmes de recherche sont dans le domaine du marketing. Je travaille en persuasion publicitaire notamment, également sur le comportement du consommateur. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Ma conférence de ce soir parle sur les comportements de consommation de produits responsables et notamment les produits écolabellisés. Donc on verra au cours de cette conférence notamment que les produits écolabellisés subissent entre guillemets le phénomène d'effet de halo. Alors ce phénomène d'effet de halo c'est un biais cognitif qui va perturber la perception du consommateur. Ce consommateur va en fait évaluer les produits écolabellisés de manière plus positive que les produits conventionnels, combien même il s'avère que ce qu'il a testé c'était un produit conventionnel et non un produit écolabellisé. Donc ça va modifier, par exemple pour le café, on va estimer que le café a meilleur goût lorsqu'il est écolabellisé que lorsqu'il n'est pas estampillé écolabel. Donc bonjour à tous, je me présente rapidement, je suis Gaëlle Boulbry, donc maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud et puis je suis également enseignante à la faculté de droit économique et de sciences de gestion de Vannes. Je suis chercheur en marketing au laboratoire Lestic CRP2C, laboratoire dans lequel figure également Michael Dupré qui est membre associé puisqu'il lui à l'agence de conseil en communication durable CIRCOM et Michael, quant à lui, est chercheur en psychologie sociale. Voilà, on s'est retrouvés tous les deux, entre autres, puisque tu parlais de consortium, effectivement, pour faire une recherche que malheureusement je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui. Donc vous voudrez bien excuser mes hésitations, puisque du coup le thème de la recherche a été changé très tardivement. Le titre également, enfin bref, le contenu a été changé tout simplement parce que le contenu de notre recherche devait être présenté à l'organisme financeur et la date la date de présentation qui nous autorisait ensuite à pouvoir rendre public ou pas. Hein, pour tout, l'organisme financeur peut au dernier moment nous dire qu'il ne nous autorise pas. Mais en tout cas, il fallait avoir passé cette date-là avant de pouvoir rendre public les résultats de nos recherches. Et la date a été malheureusement déplacée à fin mars. Donc pas de chance. Du coup, je ne peux pas vous présenter ces résultats qui pour autant étaient assez prometteurs, assez intéressants à nos yeux en tout cas, qui sont dans le domaine de la consommation responsable. Mais bien entendu, ces recherches, si on nous donne l'autorisation, seront rendues publiques le plus rapidement possible. Donc un autre thème de communication, c'est les déterminants de la consommation responsable, à savoir qu'est-ce qui va faire que vous allez, vous ou moi, acheter les produits écolabellisés. Alors c'est un thème de recherche qui est extrêmement récent, hein, puisque les recherches ont débuté dans les années 90 notamment sur les facteurs, sur les freins à l'achat et à l'utilisation et l'usage de ces produits écolabellisés. Alors cette présentation va suivre le cheminement suivant. Je vais vous parler bien entendu des labels environnementaux. Dans un premier temps, labels environnementaux, on verra quelles sont leurs caractéristiques, mais également quels sont leurs effets et quels sont les facteurs d'efficacité, de performance des labels environnementaux, c'est-à-dire quels sont les labels qui vont réussir à vous convaincre, à me convaincre d'acheter un produit plus respectueux de l'environnement par rapport à un produit que l'on appellera un produit conventionnel. Donc qui n'a pas cette certification environnementale.
Dans un deuxième temps, on verra qu'est-ce qui va faire que vous allez acheter ces produits écolabellisés. On va voir donc les déterminants contextuels, sociodémographiques et psychosociologiques. Et enfin, en guise de conclusion, on va voir un effet qui est assez intéressant en recherche, qui est un effet, un biais cognitif associé à ces labels environnementaux, donc que je présenterai en conclusion. Alors, ces écolabels, on va les retrouver sous d'autres termes que écolabels. On peut les retrouver également sous le nom sous dénomination de label écologique ou sous la dénomination de label environnemental. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Eh bien, c'est qu'à chaque fois, c'est un label qui va permettre de garantir qu'un produit ou qu'un service va avoir un impact réduit sur l'environnement en comparaison avec d'autres produits de la même catégorie. Donc ces fameux produits conventionnels. Alors ces écolabels, ils vont répondre à une demande de biens différenciés par la qualité environnementale et puis ils vont être là pour réduire l'asymétrie informationnelle entre les producteurs et les consommateurs, dans le sens où le consommateur ne peut pas se permettre de tout vérifier, il n'a pas le temps matériel pour le faire, il ne sait pas forcément où chercher l'information. Donc ces labels vont permettre de réduire cette information, cette perte d'information, cette asymétrie informationnelle entre ces deux intervenants du marché. Les écolabels deviennent de plus en plus prégnants dans nos décisions d'achat, dans notre environnement d'achat, tout simplement du fait de la sensibilisation des consommateurs aux questions environnementales. Ces labels, ils vont conférer au produit une nature de bien de confiance, c'est-à-dire qu'on va lui attribuer donc un certain degré de respect de notre propre environnement. Et puis il s'agit là, les consommateurs le reconnaissent, le seul moyen parfois de recueillir des informations fiables sur l'impact des produits, l'impact de notre consommation en fait sur notre environnement. L'attitude de manière générale des consommateurs est plutôt une attitude favorable à l'égard des produits écolabellisés, donc les produits qui portent l'écolabel, et une attitude favorable à l'égard de ces écolabels directement. On constate, par le biais d'expérimentation, que les consommateurs vont manifester une préférence pour le produit écolabellisé quand deux produits vont être jugés similaires en termes de performance ou en termes de prix, entre autres. Donc deux produits, un produit conventionnel, un produit écolabellisé, ils sont jugés quasi identiques sauf au niveau environnemental. Alors là, le consommateur manifeste une préférence pour le produit écolabellisé. On sait également on constate dans de nombreux marchés que l'écolabel va influencer les décisions d'achat. Il influence de plus en plus les décisions d'achat avec la sensibilité environnementale qui est de plus en plus manifeste. Alors, toujours sur les écolabels, on constate également que la crédibilité qui est extrêmement importante pour l'écolabel, eh bien cette crédibilité va être dépendante de l'organisme certificateur. Tous les écolabels ne bénéficient pas de la même crédibilité. Donc plus l'organisme certificateur est connu, plus il a de chances de jouir d'une forte crédibilité. Les labels d'organismes certificateurs, on sait également qu'ils vont être beaucoup mieux perçus que les labels émis par les producteurs. Et ces labels de producteurs vont même parfois aller jusqu'à avoir un impact négatif par leur simple présence sur le choix du consommateur, parce que le consommateur va avoir une certaine défiance à l'égard du produit portant ce label non certifié par un tiers, mais directement par le producteur. Donc des différences entre ces labels environnementaux, des différences en matière de performance. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur la performance des labels? Qu'est-ce qui va faire qu'un label va être plus performant qu'un autre? Eh bien, peut-être un étiquetage
qu'il soit le moins opaque possible, puisque l'on sait qu'aujourd'hui, le consommateur éprouve de grandes difficultés à comprendre l'étiquetage. Il ne sait pas comment l'organisme certificateur attribue sa certification. Il a du mal à savoir comment l'organisme certificateur assure le suivi de qualité de cette certification. Et il ne sait pas très bien quelles sont les normes exactes de respect de l'environnement assurées par cette certification. En plus, il y a de plus en plus d'écolabels et il y en a d'autres qui devraient voir le jour peut-être prochainement. Donc ce grand nombre d'écolabels ne fait que renforcer ce flou, cette confusion que ressentent les consommateurs. Les labels les plus efficaces sont les labels qui vont présenter une information claire, une information qui va être facile à assimiler et qui va permettre au consommateur d'agir avec ces informations pour faire son choix en matière de produits. Alors, en guise d'exemple, le fait de présenter des informations sous forme numérique, sous forme de chiffres, a tendance à faciliter, à convaincre le consommateur parce que c'est une information qui est plus facile à comprendre. Donc, par exemple, le fait d'avoir 100% recyclable plutôt que d'avoir une phrase disant que la totalité du produit est recyclable. Également, on constate que les consommateurs vont préférer des logos simples, d'autant plus qu'ils font leur achat dans les grandes surfaces, c'est qu'ils ont très peu de temps pour faire leur choix et pour comprendre, ce que signifie ce label. Donc, logo simple. Par contre, on sait qu'il y a... Pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'effet de la charte graphique, il n'y a pas de couleurs qui vont plus convaincre que d'autres. Tout au moins, elles vont permettre d'attirer l'attention, bien entendu, mais elles ne vont pas convaincre mieux que ce produit protège mieux l'environnement qu'un autre produit de la même catégorie. De même, les formats de labels, qu'ils soient en rond, en carré, en losange, pour l'instant, on ne constate absolument pas d'effet sur la performance du label. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un consommateur va consommer un produit écolabellisé? Il y a trois grands éléments, trois grandes familles qui vont agir. Le contexte global de décision d'achat du consommateur, la situation d'achat au moment présent, au moment où il fait son achat, et puis les caractéristiques produits, bien entendu. Alors les caractéristiques du produit, ça va être bien entendu le coût de ce produit. Est-ce qu'il y a un surcoût prohibitif ou pas assuré par ce produit écolabellisé ou pas? La qualité du produit, la qualité attendue, la consommation énergétique, et la performance de ce produit. Qu'est-ce qui va faire également que le produit va être acheté ou pas? Eh bien, dans les éléments dits contextuels, situationnels, au moment où vous allez acheter votre produit, eh bien, le fait d'avoir peu de temps pour analyser le produit, donc notamment dans les rayonnages de la grande distribution, vous êtes bousculé, il y a beaucoup de monde dans le magasin, vous devez faire rapidement vos courses, eh bien, ça ne va pas aider le produit écolabellisé à être commercialisé. Donc le manque de temps a une forte influence, mais également les caractéristiques des produits conventionnels alternatifs disponibles, c'est-à-dire qu'au sein du rayonnage, vous allez peut-être avoir une lessive que vous pensez être plus performante par rapport aux produits écolabellisés. Et dans ce cas-là, vous allez avoir tendance à privilégier le produit conventionnel, combien même il va avoir un impact environnemental moins intéressant d'un point de vue durable.
Également une influence forte des conseillers en magasin, notamment pour tout ce qui est sur le choix des produits électriques, qui vont influencer les caractéristiques que le consommateur va prendre en considération dans le cadre de son choix et qui va, par ce biais-là, pouvoir influencer vers le consommateur vers un achat de produits écolabellisés. Sur la quantité achetée, on constate également un certain nombre de choses. La quantité achetée de produits écolabellisés, bien entendu, la disponibilité des biens, la disponibilité des stocks vont influencer la quantité achetée. Et le prix, mais aussi les réductions éventuelles, une influence également. C'est-à-dire que donc des consommateurs qui vont être écartés pendant un temps peut-être de cette consommation vont être convaincus tout d'un coup par une baisse de prix d'acheter ces produits écolabellisés. Également des variables contextuelles globales, puisque le prix, par exemple, le prix des énergies va affecter le choix en matière de produits classés énergétiquement. Je pense par exemple au frigo, je pense à la machine à laver. Eh bien, le prix des énergies vont nous orienter vers un produit plutôt qu'un autre. Les caractéristiques énergétiques également du logement principal, pour le matériel électrique par exemple, vont nous orienter également. Donc ça, c'est les variables contextuelles globales. Au niveau des déterminants sociodémographiques, on constate que les femmes ont de plus fortes attentes par rapport au marché, c'est-à-dire qu'elles veulent plus de produits écolabellisés, une meilleure qualité des produits écolabellisés. Et puis également, on constate que les femmes, de manière significative par rapport aux hommes, vont acquérir plus de produits écolabellisés. Au niveau des effets de l'âge, eh bien là, les effets de l'âge sont contradictoires. Dans certaines études, on va constater qu'il y a un effet de l'âge positif. Plus on prend de l'âge, plus on va aller vers des produits écolabellisés. Dans d'autres cas, on va trouver des effets neutres, enfin pas d'effet entre des individus âgés et moins âgés. Et puis dans d'autres cas encore, on verra que c'est plutôt des jeunes par rapport à des individus plus âgés qui vont accorder plus d'attrait aux produits écolabellisés. Donc vraiment des effets contradictoires, des effets également indirects. C'est pas l'âge qui va influencer directement l'achat ou pas de produits écolabellisés. Mais c'est plus l'âge qui va avoir une influence sur des variables intermédiaires, notamment plus on est âgé, plus on va accorder de crédibilité au label et plus on a de chances que ces produits vont être achetés. Par contre, on constate également que plus on est âgé, moins on accorde d'importance à l'affichage environnemental, le fait qu'il y ait un label, un écolabel apposé sur un packaging. Plus on prend de l'âge, plus on se dit que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On va considérer d'autres attributs, dits attributs d'achat. Donc ça explique ces deux éléments assez ambivalents vont expliquer que on va avoir des résultats assez contradictoires selon les marchés qui seront étudiés. Au niveau des études, pareil, on va constater dans certaines expérimentations des effets positifs, dans d'autres des effets neutres ou dans d'autres des effets négatifs. En termes d'études, d'éducation, on va en fait les effets vont être donc ambivalents, mais surtout indirects. Une fois encore, puisque les effets vont plutôt se manifester par rapport à l'importance accordée aux informations environnementales. Et plus vous accordez de l'importance aux informations environnementales, plus vous maximisez les chances du produit écolabellisé d'être acheté.
Par contre, plus vous avez un haut niveau d'éducation, un haut niveau d'études, plus vous allez être amené à évaluer négativement les produits écolabellisés, c'est-à-dire que vous avez des attentes très fortes en la matière. Et donc, vous pouvez être facilement déçu par ces produits. Au niveau toujours de ces déterminants sociodémographiques, d'autres variables sociodémographiques ont été abordées, comme le statut marital, comme la situation professionnelle, le fait d'être en contrat à durée indéterminée, déterminé, le fait d'être sur des emplois temporaires ou pas, comme CDD, la localisation également du logement, est-ce qu'on est plutôt urbain ou rural. Eh bien, ces trois exemples-là de déterminants sociodémographiques n'ont pas marqué d'effets positifs d'effets significatifs sur les écolabels, puisque dans certaines études, vous allez constater un effet, dans d'autres, non. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les caractéristiques sociodémographiques sont de forts indicateurs des comportements d'achat vert. On constate peut-être pour les revenus un effet nul, voire un effet modéré, un effet très léger sur l'achat de produits écolabellisés, c'est-à-dire que plus vous avez un revenu important, plus vous avez tendance à acheter des produits écolabellisés, mais cet effet est vraiment très faible. Au niveau des déterminants psychosociaux, quels sont les éléments qui vont agir eh bien, en faveur des produits écolabellisés, eh bien, vous allez avoir les valeurs personnelles. Plus vous êtes altruiste, plus vous allez avoir tendance à consommer des produits écolabellisés, plus vous avez une recherche de la justice, un sens de la justice très profond, plus vous allez vers ces produits. Les valeurs civiques, le sens de l'éthique vont intervenir. On constate également que les valeurs politiques ont également une influence significative. Donc plus vous allez vous diriger vers des partis écologistes, plus forcément vous êtes convaincu du bien fondé de la protection de l'environnement, et vous allez avoir tendance à acquérir des produits écolabellisés. Ce sont à chaque fois des tendances que je vous donne, bien entendu. Plus vous avez une recherche du meilleur possible pour la vie des autres, du bien-être pour tous, plus vous allez être convaincu de l'importance de ces produits écolabellisés et donc acquérir ce type de produits. Au niveau des habitudes d'achat, eh bien les habitudes de consommation également, une fois que vous avez acheté des produits écolabellisés et que vous êtes convaincu évidemment des performances de ces produits écolabellisés, eh bien vous allez avoir tendance à répliquer ces habitudes de consommation. Un autre élément qui avait été noté également, c'est la loyauté envers un produit ou une marque. Donc on voit que lorsqu'il y a un certain amour à l'égard d'une marque, eh bien amour à l'égard d'une marque écolabellisée, vous favorisez notamment les quantités achetées. Toujours dans les déterminants psychosociaux, au niveau de la dimension psychosociale, préoccupation environnementale, on va voir que lorsque vous avez des attitudes positives, bienveillantes à l'égard de l'environnement, c'est-à-dire des opinions et des idées favorables en matière de protection de l'environnement, plus vous aurez tendance à aller vers des produits verts. De même, plus vous avez de préoccupations environnementales, de recherche en matière de préservation de l'environnement, plus vous allez vers ces produits.
Au niveau de l'implication environnementale, on constate que plus vous adhérez à une association humanitaire, ça va avoir tendance à vous influencer vers ces produits, ou le simple fait d'avoir un potager, d'être plus proche de la nature que quelqu'un qui n'a pas ce type de préoccupation, va avoir tendance à vous pousser vers ces produits écolabellisés. Les connaissances environnementales, un petit peu à part, les connaissances environnementales, les recherches qui ont été menées dessus ont montré que tous les personnes qui ne consomment pas de produits fer sont tous des consommateurs qui sont mal informés sur les produits écolabellisés. Alors après, c'est pas parce que vous allez être informé sur l'intérêt des produits écolabellisés pour la protection de l'environnement que vous allez être convaincu de passer à l'acte d'achat. Mais en tout cas, dès lors que vous êtes extrêmement mal informé, vous allez avoir tendance à ne pas acheter ces produits écolabellisés. Également, un autre élément psychosocial, c'est l'innocuité perçue par le consommateur. Plus le produit vous paraît ne pas répondre à une norme de protection environnementale que vous mettez en valeur, plus vous allez avoir tendance à vous détourner de ce produit. Quels sont les freins parce que jusque-là, je vous parlais un petit peu de ce qui vous incite quelque part au niveau de votre construction psychosociale à acheter des produits verts. Qu'est-ce qui peut vous retenir d'acheter des produits verts ? Eh bien, le premier des freins à l'achat vert, c'est la difficulté de distinguer des produits verts par rapport à d'autres produits conventionnels. C'est-à-dire tout simplement le fait que le label est peu visible. Vous savez qu'il y a très peu de place sur les packagings et que vous avez très peu de temps très peu de temps pour faire vos courses du coup ces produits verts peuvent passer totalement inaperçus. Enfin, leur argument en tout cas, produits verts peuvent passer inaperçus. Deuxième chose, c'est la difficulté à saisir les avantages environnementaux des produits verts. On l'a vu, ces produits verts, il y a de plus en plus de produits écolabellisés. Ces produits écolabellisés, il y a un certain flou pour les consommateurs pour savoir effectivement ce que ça signifie, cette certification. Et du coup, le consommateur, ne saisissant pas les avantages, va se dire ça ne sert à rien, ou il y réfléchira plus tard, il se renseignera plus tard sur l'opportunité ou pas d'acheter ce produit. Autre frein à l'achat des produits verts, c'est les désagréments éventuels. Ça va être par exemple le fait de considérer que bien la lessive verte, dite verte, va être moins efficace qu'un produit plus respectueux de la nature, parce que ce produit vert ne va pas comporter suffisamment d'agents chimiques pour pouvoir laver efficacement votre linge. Ce qui va aussi freiner les consommateurs, comme vous et moi, c'est une augmentation du coût, les produits verts pouvant être plus chers que des produits standards. La peur d'une perte de qualité de produit également, et puis les attitudes antérieures vis-à-vis du produit, si jamais vous avez été déjà déçu par ce produit que l'on étudie, ou par rapport à des produits d'autres produits de l'entreprise. On va constater, toujours dans les déterminants psychosociaux, que les produits verts vont entraîner chez certaines personnes plus de volonté à payer plus cher. Ce sont des produits qui souvent, parfois, sont plus onéreux que des produits standards. Alors qu'est-ce qui va faire que le consommateur va accepter de payer plus cher ce produit ? Eh bien, les connaissances que le consommateur a sur la marque et sur le produit, qui vont le rassurer sur la performance attendue de ce produit, au-delà de sa performance environnementale.
Les connaissances également sur le label, l'organisme certificateur, c'est-à-dire la qualité de certification de cet organisme, et que donc le produit va avoir une moindre influence négative sur l'environnement. Les connaissances également sur les problèmes environnementaux, parce que l'on se dit tous concernés par l'environnement, et en même temps on n'est pas conscient de l'ensemble des problèmes environnementaux qui peuvent exister. Alors par exemple, si on parle du thon, je ne m'étais jusqu'à aujourd'hui pas spécialement préoccupée de savoir, pour moi le thon faisait partie de la pêche durable, donc ça ne posait pas de problème de consommer du thon, et en même temps je n'avais pas réalisé que la pêche par chalutier par exemple pouvait poser des problèmes environnementaux par le fait d'émissions de gasoil, par le fait de la consommation d'énergie par rapport à une pêche juste à la canne à pêche. Donc une méconnaissance de ma part, mais une méconnaissance qu'ont tous les consommateurs, enfin une très grande majorité des consommateurs sur les problèmes environnementaux et qui vont peut-être freiner cette volonté de payer pour ce surcoût pour les produits écolabellisés. Et puis également une méconnaissance qui peut freiner, une méconnaissance sur l'impact environnemental du produit, comme je vous l'ai déjà évoqué. La confiance dans l'organisme certificateur, donc là une fois encore, va favoriser la volonté de payer plus pour ce produit et les avantages perçus par rapport à ce produit. Toujours dans cette volonté de payer le plus cher donc pour pouvoir acquérir ce produit écolabellisé, on va retrouver comme facteur d'influence les valeurs personnelles que l'on a déjà évoquées sur les slides sur les transparents précédents, comme l'éthique par exemple, la volonté de protéger notre famille ou la société dans son ensemble par le biais de notre consommation. Les attitudes environnementales, l'implication une fois encore environnementale, le fait d'adhérer à une association environnementale, le fait d'avoir simplement son jardin potager, l'ensemble des comportements éco-citoyens passés de manière générale, passés ou présents. On va également avoir des motivations individuelles pour consommer ces produits écolabellisés et donc accepter le surcoût éventuel qu'il peut y avoir, parce que je me dis qu'en achetant des produits bio, je vais avoir des produits plus respectueux de ma santé, parce que en achetant ces produits, je vais pouvoir faire des économies financières au niveau de mon logement. Donc ça, ce sont les motivations individuelles qui vont favoriser cet acte d'achat. Et à côté de ça, vous avez des motivations dites collectives, des motivations de type volonté de préserver l'environnement pour pouvoir transmettre à mes enfants un environnement plus sain, en tout cas moins dégradé, ou des motivations pour acheter local et préserver les emplois locaux. Alors, sur ces motivations que je viens d'évoquer devant vous, vous avez des motivations pour des intérêts privés, mais aussi des intérêts collectifs dans les achats verts. Donc à la fois, on a intérêts privés et collectifs qui se côtoient, ces intérêts privés pouvant être plus prégnants pour une catégorie de produits et intérêt collectif plus prégnant pour une autre catégorie de produits. Alors, plus le produit est en lien avec le corps,
plus la santé va prendre de l'importance et donc plus les intérêts privés vont prédominer sur la réflexion en matière d'achat de ces produits. Donc plus produits en lien avec le corps, eh bien on va avoir tendance donc à acheter pour l'alimentation. On va avoir tendance à acheter des produits alimentaires écolabellisés, plus avec des intérêts privés, une démarche d'intérêt privé qu'une démarche dite collective. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a constaté à plusieurs reprises que la santé est la principale raison d'achat des produits bio. Alors ces motivations vont varier en fonction des caractéristiques socio-économiques et du type de produit. Les caractéristiques socio-économiques, ça va être par exemple les CSP supérieurs vont avoir tendance à mobiliser une réflexion de type mobilisation privée, des intérêts privés dans leur achat, pour justifier leur achat. Et puis les CSP plus inférieurs vont avoir tendance à évoquer des motivations plus collectives. Alors, la valorisation sociale, un petit peu à part, c'est la valorisation sociale. On a pu constater que les produits écolabellisés étaient valorisés socialement. Donc, ce qui pouvait amener à convaincre les acheteurs de passer le cap et d'acheter ces produits écolabellisés, quand bien même ces produits sont parfois plus onéreux, beaucoup plus onéreux, tout simplement parce que ces produits écolabellisés jouissent d'une représentation sociale positive, qui correspondent à un choix socialement acceptable. Et donc cette reconnaissance sociale peut constituer une motivation à la consommation verte et donc à passer le cap et acheter plus de produits écolabellisés. On constate également que plus l'individu accorde d'importance à la qualité et à l'environnement, plus il va avoir tendance à acheter des produits verts. Et par contre, plus il accorde d'importance au prix, moins il va acheter de produits verts. Alors, en guise de conclusion, un petit peu à part, je voulais quand même vous présenter un biais cognitif qu'on trouvait vraiment intéressant, c'est l'effet de halo. L'effet de halo qui est lié à la consommation de produits écolabellisés. Alors, cet effet de halo, c'est un biais cognitif qui va entraîner des croyances qui vont affecter la perception des individus. C'est-à-dire que les produits écolabellisés, on va leur attribuer, nous consommateurs, un meilleur goût, de meilleure qualité, de meilleures performances, etc. Cet effet de halo, on le connaît également sous le nom de green halo ou d'écolabel effect. Ce sont en fait des caractéristiques qui sont parfois fausses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ce sont des biais. Alors, exemple sur le café, il y a une étude qui avait été faite où le consommateur avait la possibilité de goûter deux cafés, un café bio et un café pas bio, un café standard. Eh bien, les consommateurs, la moitié des consommateurs avaient le café bio dans la tasse café bio, et puis l'autre moitié de consommateurs avaient le café pas bio dans la tasse café bio. Bien entendu, les deux cafés se ressemblaient visuellement, mais en goût, une légère différence. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'à chaque fois, le café estampillé bio, combien même à l'intérieur, c'était pas le même café, eh bien, le café
dits bio étaient préférés, notamment lorsque les consommateurs avaient une vision positive de la consommation responsable. Ça renforce en fait cet effet de halo. On constate également que les consommateurs vont être d'accord de payer plus pour le café respectueux de l'environnement, surtout s'ils en préfèrent le goût. Et ces résultats, on va les constater pour le vin, pour le chips, pour les pommes de terre, pour les yaourts. On va le constater également sur des raisins frais, des raisins secs. Alors pour cette expérimentation sur les raisins frais et puis sur les raisins secs, on constate sur ces deux catégories de produits, frais et secs, un effet de halo sur le goût, c'est-à-dire que les consommateurs vont préférer le goût du produit estampillé bio, combien même le produit n'était en réalité pas bio. On va avoir tendance à estimer que ce produit bio va avoir un effet plus grand sur la santé, combien même c'est pas forcément vrai, qui va contenir plus de minéraux et une influence donc une fois encore sur le prix que les individus sont prêts à payer, mais aussi une influence sur les performances mentales, c'est-à-dire sur le fait que ce soit meilleur pour la santé, ça va entraîner ensuite de meilleures performances mentales parce que vous avez bien mangé sain. Par contre, on ne constate pas de facteurs interindividuels. On le constate également au niveau du chocolat équitable. Le chocolat équitable est meilleur pour la santé, meilleur goût que des alternatives non labellisées. On va le constater pour de la banane, on va le constater même pour des lampes à basse consommation. Ça va même très loin puisque pour les lampes à basse consommation, les consommateurs, les utilisateurs, vont sur un test de performance de différenciation de couleurs, vont être plus performants avec une lampe estampillée bio par rapport à une lampe non estampillée bio. Qu'est-ce que je raconte bio environnementale, respectueuse de l'environnement. Qu'est-ce qui se cache derrière? On ne sait pas encore, on ne sait pas très bien. Les recherches sur la consommation responsable ne datent véritablement que du début des années 90, donc il y a plein de choses à comprendre. Ce que l'on sait, ce que l'on estime, c'est que ce sont des attentes autoréalisatrices, a priori, c'est-à-dire que l'on s'attend à ce que ce produit bio ou ce produit respectueux de l'environnement soit plus performant, donc meilleur en goût, par exemple. Et, puisque l'on s'attend à cet effet, eh bien, ça va guider l'attente, l'intention, mais aussi cela va guider la perception sensorielle des consommateurs, puisque ça va moduler les stimuli entrants, donc même jusqu'au goût, et donc ça va stimuler également les stimuli sortants, comme on a pu le voir. Je vous remercie.